Alors bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup déjà pour votre présence. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir trois grandes militantes et intellectuelles qui vont partager avec nous des pensées féministes décoloniales, comme s'intitule le séminaire. Donc de 15h à 17h, nous avons le plaisir d'accueillir Ramata Kappo et Sabrine Al-Rassas qui vont réaliser une intervention intitulée « Lutter contre les mutilations sexuelles féminines dans une perspective décoloniale, un point de vue situé ». De 17h à 19h, Nassira Ghenif Souliamas interviendra et donc le titre de son intervention est « Ombre portée de la colonie et réticence face à une pensée et une pratique décoloniale dans le monde universitaire ». Donc nous allons tout de suite commencer avec Ramata Kappo et Sabrine Al-Rassas. Donc je vais rapidement les présenter selon les consignes de Sabrine et elles continueront à se présenter elles-mêmes ensuite. Donc Ramata Kappo est militante anti-excision, française d'origine malienne, née au Mali et arrivée en France à l'âge de 2 ans. Elle est assistante en ressources humaines, mariée et mère de 3 enfants, de 2 garçons et d'une fille de 7 ans. Sabrine Al-Rassas est militante féministe, lesbienne politique, djiboutienne exilée en France pour des raisons politiques et réalisatrice de films documentaires, parallèlement responsable de la permanence des réfugiés syriens à Paris. Donc toutes deux nous font l'honneur de venir nous parler aujourd'hui de leur lutte contre les MSF dans une perspective décoloniale et d'un point de vue situé. Et donc je leur laisse la parole et nous aurons le temps de discuter ensuite, de poser des questions et de débattre. Bien, merci beaucoup Hélène de l'invitation et surtout de cette initiative. C'est vrai que... alors bonjour toutes et tous, je suis désolée. On va essayer effectivement d'avoir une intervention donc, à deux voix. C'est vrai que c'est une initiative qui est importante pour nous, en tout cas de notre point de vue à Rama et à moi, parce que très souvent quand on assiste à des séminaires, à des conférences ou à des journées sur l'excision, je vais y revenir plus tard, mais c'est toujours la même chose, la même rengaine. Il n'y a jamais un discours ou un discours critique, c'est très policé. Et c'est vrai que personnellement, moi j'ai décidé depuis déjà pas mal d'années, même si la question des mutilations sexuelles féminines est très importante pour moi, j'ai décidé de ne pas au fait intervenir dans ce genre de séminaire, même si on me l'a demandé. Du coup, je vais peut-être laisser Rama se présenter plus par rapport justement à ce vécu, parce que toutes les deux, on connaît cette histoire-là, bien évidemment, si j'ose dire, de l'intérieur. Oui. De l'intérieur, et puis après, je reprendrai la parole. Donc moi je me présente, je m'appelle Ramata Kappo, comme vous l'a dit Hélène tout à l'heure, j'ai 36 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants, je suis en France depuis toujours, je suis certes née au Mali, mais je suis arrivée très très jeune. Je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, mais bon, j'ai appris mon excision à partir de l'âge de 15-16 ans. Lors d'une conversation anodine avec une de mes cousines qui m'a appris que j'ai été excisée durant mon enfance, ainsi qu'elle et ma grande sœur. Donc au début, j'ai pas vraiment prêté attention à cette information, donc j'ai continué à vivre ma vie d'adolescente comme si de rien n'était. Et puis je me suis mariée, j'ai eu un enfant et deuxième choc, j'ai eu une rencontre avec mon gynécologue qui m'a dit oui madame, vous risquez d'avoir des complications lors de votre accouchement parce que vous avez vous avez été mutilée, etc. Donc j'ai eu cette information, j'ai commencé à me poser des questions, j'ai rencontré différentes personnes qui ont été comme moi mutilées, des psychologues, etc. J'en ai parlé. Et puis un jour s'est posé la question de savoir si je me faisais une réparation ou pas. Donc, mais ça on reviendra dessus, donc voilà. Donc je vais laisser Sabrine rentrer un peu dans les détails
des différentes mutilations Et puis sexuelles. tu as mis en place aussi des... Ah oui, effectivement, j'ai également mis en place une association pour justement venir en aide, parler de l'excision autrement. Alors sachez que moi, je condamne totalement les mutilations. Ça, je mets des mutilations féminines, ça c'est quelque chose d'aberrant, etc. On en a parlé, il y a eu des débats, etc. Mais j'essaye d'avoir une approche un peu plus, on va dire, essayer pas de vivre avec, mais de voir autrement la mutilation féminine. Enfin, c'est fait, il y a des choses qui sont mises en place, mais essayer d'avoir un autre discours que de tout de suite nous mettre dans le carcan de la victimisation, etc. Mais d'essayer d'aller au-delà de ça pour avoir un discours un peu plus, on va dire, être au-dessus de l'aspect même de la mutilation. Voilà. Et donc j'ai fait une association avec d'autres personnes et on a essayé justement d'être un peu référente sur ces questions-là. On était surtout là pour répondre à des questions parce que dans notre milieu, la mutilation, c'est quand même quelque chose d'assez tabou, on n'en parle pas beaucoup. Moi, j'ai une sœur qui a été mutilée, on n'a jamais eu de conversation autour de ça, donc c'était aussi d'être un endroit pour pouvoir échanger, apporter des informations, juste discuter, etc. Donc voilà. Après, je te laisse la parole. Merci. Moi, me concernant, donc, je vais vous faire une confidence. Déjà, c'est la première fois que j'apparais, en fait, que je prends la parole sur la question des mutilations sexuelles féminines, et je dis que j'ai été excisée et infibulée. En fait, donc, je suis djiboutienne. J'ai subi ce qu'on appelle la troisième type de mutilation. Alors c'est assez répandu à Djibouti. Du coup, vous avez deux points de vue, je dirais, entre Ouestaf, le Mali, Estaf pour Djibouti, la corne de l'Afrique. Et donc moi, j'ai été infibulée, en tout cas aux alentours de 3 ans, 5 ans, mais personne ne veut encore le reconnaître tellement c'est tabou et tellement ils se sont rendus compte, mes parents, qu'ils avaient fait quelque chose d'extrêmement grave. Donc c'est la tradition, hein, l'infibulation, l'excision plus l'infibulation, la clitoridectomie. Il peut y avoir après une tendance peut-être vers ce qu'on appelle l'asona, c'est-à-dire juste toucher, ce qui est déjà grave, toucher le capuchon clitoridien, ou l'ablamer partiellement. On appellerait ça un petit peu la clitoridectomie à l'arabe. Mais bref, donc c'est la première fois que voilà, dans mon analyse, je le dis. Parce que justement c'est important de dire que dans cette lutte mondiale, africaine, régionale en tout cas, et puis en France, eh bien, il y a toujours cette injonction en fait, d'apparaître dans une position un petit peu victimaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que je préfère le terme survivante aux mutilations sexuelles féminines, survivante aux violences sexuelles que victimes. Ce que je vous propose, mais en même temps vous connaissez tout ça, c'est peut-être d'évoluer un petit peu pour un petit peu se familiariser sur la question, mais sinon on va élaguer tout de suite parce que je pense que vous connaissez les différents points que je vais... pour arriver après à la situation qui nous concerne le plus, justement la lutte contre les mutilations sexuelles féminines en France et le discours autour de cette question. Alors, juste un préalable, on va utiliser avec Rama le terme effectivement des mutilations sexuelles féminines et non pas des mutilations génitales féminines, parce que il s'agit quand même d'une logique patriarcale. On va voir que dans les motivations, ça obéit à une logique patriarcale, ça touche à la sexualité, ça touche à l'intégrité physique et mentale, ça touche à la liberté d'expression, parce que finalement, une mutilation qui commence très petite va marquer le corps des fillettes et va les assigner à un certain genre pour être meilleure épouse, fidèle, etc. Donc on va juste se familiariser un petit peu. Je pense que vous connaissez un petit peu les 4 types des mutilations, des MSF.
Ok. Vous m'arrêtez hein, si jamais vous avez des questions. En ce qui concerne les conséquences immédiates et les conséquences à long terme, c'est hélas les deux conséquences. Hein. On a des conséquences effectivement immédiates qui peuvent même aller jusqu'à la mort, parce qu'il y a une hémorragie hein, d'un nerf qui est quand même délicat. Et puis ces conséquences à long terme, c'est des psychotraumatismes, c'est des chocs, et puis c'est des conséquences gravidiques d'un point de vue obstétrical, etc. Et puis bien évidemment des complications un peu sur le plan aussi intime. En ce qui concerne la prévalence, alors le dernier rapport, on va dire 2013, mais conforté en 2016, effectivement, un rapport qui a 200 millions de jeunes filles qui ont été, on estime en tout cas, qui ont été touchées. Alors, le continent le plus concerné, bien évidemment, c'est pour ça qu'on va essayer aussi d'apporter un éclairage, c'est le continent africain. Sauf que les nouvelles, depuis maintenant quelques années, effectivement, on a des confirmations qui se sont renforcées, si j'ose dire, notamment au niveau du Moyen-Orient, mais ça on le savait un petit peu par rapport au Yémen, l'Irak, et puis l'Asie, au niveau de l'Indonésie, la Malaisie. Alors bien évidemment, l'Europe et l'Amérique du Nord, que ce soit le Canada, les États-Unis sont concernés aussi. Et puis l'Australie. En ce qui concerne la législation internationale, bon, ça c'est juste brièvement pour vous dire qu'effectivement, cette prise de conscience, on va dire, de lutter contre les mutilations sexuelles féminines au niveau onusien, donc au niveau du droit international, a toujours, voilà, c'est depuis les années 80. J'apporte juste une précision, c'est que les Nations Unies n'ont pas initié la lutte contre les mutilations sexuelles féminines. C'est plutôt le comité interafricain de lutte contre les pratiques traditionnelles, néfastes, c'est ainsi. Donc c'est un comité au fait qui est dirigé par des femmes, qui est né d'ailleurs dans les années 80, probablement 84-85, et qui va porter et qui va animer la lutte depuis ces années-là sur le continent africain, et qui va fédérer toutes les actions menées dans ce sens. Peut-être juste par rapport à 2013, à 2012 à 2013, 2012-2016, vous voyez que là il y a une accentuation et un renforcement en fait des moyens, des moyens mis au niveau des Nations Unies. Concernant la lutte des mutilations sexuelles féminines. Juste pour info, je peux mettre à disposition en fait d'Hélène Nicolas notre travail. En ce qui concerne la législation africaine, là aussi, je veux dire, elle n'a pas attendu non plus pour prendre à bras le corps, si je veux dire, la lutte contre les mutilations sexuelles féminines, avec peut-être deux points, si vous me permettez, pour les clarifier et pour comprendre aussi comment évolue le continent, l'Afrique, en tout cas par rapport à cette question-là. C'est la création de la journée mondiale de tolérance zéro, MGF. Alors, là, j'ai laissé le MGF parce que c'est l'intitulé officiel, d'accord ? Il est comme ça, mais nous, on a dit qu'on allait parler de mutilation sexuelle féminine. Et ça, c'est une initiative africaine. C'est d'ailleurs la première dame du Nigeria, Obasanjo, Madame Obasanjo, qui l'a initiée. C'est elle qui l'a lancée. Et puis depuis, elle a fédéré. Les Africaines ont adhéré parce qu'elles avaient besoin de célébrer une journée où elles vont prendre le temps effectivement que les femmes prennent le temps de se retrouver pour parler de leur lutte et pour qu'elles ne soient pas effectivement oubliées de l'agenda, on va dire, national et international. Et puis petit à petit, les Nations Unies, comme vous les voyez donc là, ont demandé à ce que cette journée soit institutionnalisée, soit en tout cas pérennisée, et c'est comme ça qu'en 2016, il y a eu la 13e édition
de cette journée. Et cette journée, elle est célébrée non seulement en Afrique. Alors c'est les fameuses, voilà, c'est des fameuses, ça peut être des conférences, ça peut être des séminaires, mais c'est des ateliers aussi, où les femmes qui sont donc actrices de l'intérieur et qui vont participer à déconstruire tout le discours des motivations relatives aux mutilations sexuelles féminines vont se retrouver pour évaluer, pour toucher d'autres communautés, pour essayer de mettre en place des stratégies. Et on appelle ça d'ailleurs quelquefois des stratégies d'abandon des couteaux par certaines communautés, par certains villages. Et puis, elle est très célébrée aussi en Europe. La France, puisqu'on va revenir sur la France, est un des pays qui célèbre beaucoup d'ailleurs chaque année. Alors chaque année, on a droit effectivement à des conférences, à des séminaires, à une prise de position, la fameuse prise de position de la ministre des droits des femmes. Si ce n'est pas la ministre des droits des femmes, c'est la déléguée, secrétaire, etc. C'est hyper institutionnalisé. Et puis c'est l'occasion pour la France de montrer ses engagements, bien évidemment, au niveau international comme au niveau régional, puisqu'elle doit transposer effectivement les directives européennes. Peut-être un point sur la législation en Afrique par rapport au Mali, parce que je sais que... Le Mali, contrairement à d'autres pays, n'avance pas, on va dire, au même rythme que les autres pays, parce que les mutilations génitales féminines sont toujours d'actualité, elles ne sont pas interdites, mais bon, sur le terrain, il y a énormément d'associations et de personnes qui œuvrent justement à faire disparaître ces types de pratiques. Malheureusement, nous avons les assemblées qui ne votent pas encore les lois, mais bon, on peut se poser la question, il y a énormément d'hommes, donc on ne sait pas, on espère qu'un jour, nous aussi, on aura une loi qui va interdire ces types de pratiques. Pour ce qui est de Djibouti, Djibouti a toujours condamné les mutilations sexuelles féminines. Déjà dans les années 90, il y a même une loi qui date de 94-95. Cela étant, il n'y a pas d'application parce que c'est un des pays où la prévalence en termes de mutilation sexuelle féminine, donc comme je vous ai dit, dans sa forme excision et dans sa troisième forme qui est donc l'infibulation, c'est-à-dire suture des lèvres ou de la vulve. Voilà, je veux dire, la prévalence, effectivement, elle est descendue de 98% à 93%. En revanche, là, je rejoins effectivement ce que disait Rama, c'est que ce sont des pays, c'est un pays où les campagnes contre les mutilations sexuelles féminines ont été quand même renforcées depuis les années, je dirais, fin 90, avec une position politique de la part du président, de la part de ce qu'on appelle la première dame, pour dire que, avec un discours très clair, qui est de dire que ce n'est pas une tradition, et que même si c'est une tradition, nous en tant qu'Africains, on peut distinguer les traditions positives comme les traditions négatives, et qu'on peut effectivement se débarrasser des traditions positives. Toujours est-il que la prévalence reste vivace, et on reviendra justement sur ce point-là. Juste terminer sur la législation africaine, parce que il y a eu quand même un protocole qui, pour moi, puisque quand même je suis dans la lutte contre les mutilations sexuelles féminines, même à un terrain international, etc. Et c'est vrai que je suis, en tant qu'africaine et africaniste, bien évidemment, la situation en Afrique. Dire simplement que ce protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, donc qui a été signé et déclaré en 2003, est historique en ce sens qu'il porte en son sein, dans l'article 5 et l'article 6 pour les mariages forcés, quelque chose d'extrêmement très important, c'est-à-dire que 50 à 51 pays de l'Afrique se sont mis d'accord pour dire que les mutilations sexuelles féminines, textuellement, dans l'article 5, ne sont ni d'origine culturelle, ni ne doivent obéir à des motivations traditionnelles,
encore moins à des motivations religieuses, et que dans leur forme minimale comme dans leur forme maximale, elles doivent être interdites. Autrement dit, ce sont des Africains qui parlent aux Africains, qui parlent aux Africaines. Et c'était pour la première fois qu'il y avait une telle je dirais, interdiction d'un point de vue politique et bien évidemment d'un point de vue effectivement régional africain. Depuis donc tous les pays issus tous les pays africains donc ont ratifié presque cette mutilation et maintenant cette déclaration. Et du coup, ils doivent transposer, ces différents pays doivent transposer dans leur législation nationale, bien évidemment, cette interdiction. Donc on a des interdictions toutes récentes, la Gambie, 2015, me semble-t-il, la Guinée, la Somalie, qui est en train de réfléchir, et à la tête de cette réflexion, bien évidemment, des femmes. Edna Hawa, notamment, une femme somalienne qui est à la tête de ça. Alors, en ce qui concerne donc la France, parce que c'est ça qui va nous occuper, je pense, durant notre intervention. Je ne vais pas tous les citer, mais bon, je vous les laisse en picture ici. Mais c'est vrai que ce qu'on peut remarquer au niveau de la législation française concernant les mutilations sexuelles féminines, c'est que ça reste quand même, c'est probablement le pays européen le plus répressif. Peut-être même mondialement, peut-être même le plus répressif par rapport aux mutilations sexuelles féminines. Il a mis en place tout un arsenal légal à ce niveau-là. Et puis, c'est un crime en ce sens que les procès qui sont menés sont des procès aux assises. Hein. Alors, il y a deux nouveautés, si j'ose dire. C'est la loi de 2013 qui va venir renforcer un petit peu cette loi. Et puis aussi la loi du 29 juillet 2015, qui est une loi relative donc, au droit d'asile. Ça, c'est un point sur lequel on va revenir parce que ça pose un problème. Ça pose un problème en termes de traitement des mutilations sexuelles féminines dans l'approche du droit d'asile et en particulier selon la Convention de Genève de 1951. Alors, une des nouveautés, c'est que aussi, elle peut permettre donc à la femme qui a été excisée donc de porter plainte même 20 ans après sa majorité. Voilà, ça ce sont des nouveaux éléments. Le dispositif de lutte contre les mutilations sexuelles féminines, il n'est pas que légal. C'est vrai qu'il y a aussi tout un dispositif, on va dire associatif. Comme ça, tu vas parler justement de ton expérience avec le GALS. Non. Donc, et là, vous allez voir aussi que donc, il y a énormément de structures qui sont mises en place. Je ne vais pas bien évidemment inciter sur le fait que deux tiennent toujours le haut du pavé. Ils n'ont qu'une seule lettre de différence d'ailleurs. Oui. C'est le GALS et la CAMS. Alors le GALS, pour celles et ceux qui connaissent, c'est le groupe de femmes pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines né dans les années 80, on va dire 84-87 je pense, à l'initiative de médecins femmes blanches qui après se sont, je dirais, qui ont collaboré après, bien évidemment, avec des femmes issues des communautés africaines, Afrique subsaharienne, ici en France, et survivants des mutilations sexuelles féminines, en tout cas qui avaient subi les mutilations sexuelles féminines. La CAMS, alors la CAMS, donc le GAMS va jouer plus un rôle, on va dire, de prévention au niveau des communautés, une formation, ils vont assurer des formations au niveau des professionnels santé, sociaux et médicales. Et puis, et bien sûr, elle est
puisqu'on a parlé de droit d'asile, et vous voyez en quoi c'est important, effectivement, nous, en tant qu'Africaines, même étant fondamentalement contre les mutilations sexuelles féminines et contre toutes les motivations des mutilations, sauf qu'on a un regard aussi, je dirais effectivement décolonial, c'est-à-dire un regard critique. Le GAMS est la seule association qui est experte auprès de l'OFPRA, l'OFPRA étant l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides, et c'est la seule qui peut effectivement valider un récit ou pas, un récit effectivement d'une demandeuse d'asile, etc. Et elle peut même signer des attestations. En tout cas, c'est la seule experte et c'est la seule reconnue auprès de l'OFPRA, et ce depuis maintenant, je pense, 30 ans. Alors la CAM, c'est un petit peu plus problématique, mais Hélène pourra peut-être revenir un petit peu sur ce point, parce que il y a tu as co-organisé une journée, je pense, où effectivement la CAMS avait parlé sans enfin bon, on reviendra sur ce point. Et donc la CAMS, elle, c'est plus sur un domaine juridique. Et ce qui est drôle avec la CAMS, si j'ose dire, c'est que la CAMS, elle a toujours couvert en fait la prévention d'un point de vue, le traitement en tout cas juridique des mutilations sexuelles féminines. Autrement dit, elle est à l'origine, on va dire, ou à l'inspiration de l'arsenal répressif. Si elle n'était pas à l'inspiration, en tout cas, elle y a fortement contribué. Donc elle a un discours répressif, très, très intrinsèquement. Et ce qui est drôle, c'est que cette commission a été fondée par Awa Thiam. Et qui c'est Awa Thiam? Awa Thiam, c'est une Sénégalaise qui était excisée, qui a fait partie de la coordination des femmes noires dans le cadre du mouvement du MLF dans les années 70, et qui a été la première femme noire excisée à écrire Parole aux négresses, donc, et un livre où elle donne sa position politique par rapport aux mutilations sexuelles féminines. Donc on n'a pas attendu les années 80 que les occidentales disent mais écoutez, c'est atroce, c'est horrible, c'est une barbarie, il faut s'y mettre, il faut vraiment accélérer, renforcer la lutte, etc. Pas du tout. Elle avait déjà une position, non pas victimaire, mais une position vraiment politique. Or, il se trouve qu'elle fut à l'origine de la commission, et quand on voit le discours de notamment Maître Linda Veil-Curiel, qui elle a porté après la commission, c'est vrai que c'est un discours qui reste très blanc, très universaliste, très néolaciste, et la question de l'articulation, pour dire, oui mais attendez, je veux dire, on ne juge pas quand même n'importe quelle Française, ou on ne juge pas n'importe qui, on juge quand même une certaine catégorie de la population. C'est un sujet, en tout cas c'est un discours qui pour elle est obsolète, voire qui ne doit pas venir figurer en tout cas dans le traitement juridique, voire même dans l'analyse de l'approche juridique. Mais est-ce qu'Awa Thiam a un discours sur le nouveau positionnement de la CAMS, du coup, aujourd'hui? En fait, moi, j'ai jamais eu l'occasion. Moi, j'ai travaillé à la CAMS, mais en tant que stagiaire. J'avais travaillé au GAMS et à la CAMS en tant que stagiaire, parce que c'était mon domaine de compétences. Je n'ai jamais entendu, en fait, et je n'ai jamais vu Awa Thiam. Je sais qu'elle est... D'ailleurs, je ne sais même pas si... Enfin bon. J'ai une petite info après, mais bon, je reviendrai sur ce point. Non, moi je pense que la contradiction en fait venait du fait que les Africaines n'étaient pas contre une législation par rapport aux mutilations sexuelles féminines en fait. Et puis elles avaient besoin au fait d'une solidarité, je dirais, on va dire, d'une alliance en tout cas avec les Blancs pour faire avancer et pour parler aussi des mutilations sexuelles féminines. Et puis, comme c'était un regard de l'intérieur, à Awa Thiam, donc
il y avait, je pense, cette contradiction-là aussi qui pouvait peut-être jouer un moment. Alors, toujours dans ce dispositif, comme je vous l'ai dit, c'est un dispositif qui est quand même très lourd, très engagé. Le secret médical peut même être levé. Il y a cette injonction de suivre l'enfant jusqu'à 6 ans pour qu'il garde un sexe intact. Après 6 ans, les parents sont plus libérés, mais voilà. Et puis, il y a cette fameuse mise en place de la réparation. Enfin, entre guillemets, c'est pas un terme. Moi, j'ai jamais trouvé le terme. Voilà. Exact. C'est pas. C'est reconstruction. Il y a reconstruction, il y a reconstitution, il y a réparation. Mais c'est vrai que réparation, c'est un peu ambigu. Même reconstruction, moi j'ai toujours du mal avec le terme. Enfin, j'ai jamais trouvé le terme précis qu'on pouvait donner à cette intervention. Moi, je me pose toujours la question. Je l'ai faite, mais j'arrive pas à trouver le mot qui correspondrait le mieux, parce qu'on répare pas. Et on répare quand quelque chose est cassé, on le reprend, on le répare. Mais là, on a été mutilé, on ne peut pas reprendre ce qui a été coupé et le recoller, c'est pas possible. Donc, c'est vrai que je cherche jusqu'à présent le terme exact, mais j'arrive pas à mettre un mot dessus. Parce qu'il réinvente, en fait. Pas, il réinvente pas, en fait. Il tire, je vois que l'organe est un peu plus long de l'intérieur, donc il tire un bout de l'organe pour... Enfin, voilà, mais il répare pas. Moi, c'est un terme que j'ai toujours refusé. Et, alors, moi, c'est un terme, mais on va revenir justement sur ça, justement, je vais donner la parole par rapport à la réparation. Moi, c'est un terme que j'ai toujours refusé, aussi bien sémantiquement que opérationnellement, parce que moi, j'ai refusé je refusais de la faire, mais bon, pour toutes les raisons que je vais invoquer après. Mais simplement dire que cet acte chirurgical donc, a été mis en place par le fameux Foldes, The Master, The Maître incontesté, de la reconstitution, en tout cas de l'excision. C'est un docteur qui vient de MDM, de Médecins du Monde, qui officiait donc en Afrique, plutôt West Af, dans les années 80, et puis il découvre effectivement les mutilations sexuelles féminines, et puis cette femme qui va venir et qui va lui dire mais sauvez-moi, etc. Et à partir de là, effectivement, alors il a le mérite, honnêtement, d'avoir quand même fait prendre conscience à tout le monde que l'excision, c'est pas juste un petit bout qui apparaît, mais il est plutôt de 10 cm, c'est tout un corps qui est effectivement de 10 cm, on ne voit que quelques centimètres, etc. Visible. Et effectivement, ça, c'était une découverte. Il a ce mérite-là. Mais après, effectivement, tous les discours autour, qui est un discours très ethnocentré, mais qui est un discours qui va plus être exclusif par rapport au plaisir, comme une injonction, comme quoi le plaisir sexuel ne se faisait qu'à travers un organe, et puis surtout balancer pas mal d'injonctions. Alors, du coup, je te donne la parole parce que tu as fait la réparation. Oui, mais on peut faire un témoignage. Justement, rapporte ton témoignage sur la réparation. Donc moi, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai eu... alors moi, j'ai eu plusieurs phases de réflexion sur la réparation clitoridienne. Alors, la première, c'est vrai que j'étais plutôt influencée sur toute la partie sexuelle où on disait oui, la femme, si elle n'a pas de clitoris, elle ne peut pas ressentir les mêmes choses que les autres, etc. Donc j'ai beaucoup réfléchi, j'ai dit oui, j'ai pensé à mon vécu, à comment je vivais les choses, etc. Et ensuite, j'ai fait des recherches, etc. J'ai rencontré des personnes qui ont, subi l'opération et d'autres, elles qui ont subi l'opération et d'autres pas. Et on a eu des échanges, etc., etc. Ensuite, je me suis posé une autre question. Je me suis dit, oui, moi, en tant que femme, le regard que j'ai par rapport aux autres femmes, je me dis, les femmes, elles ont quelque chose que moi, je n'ai pas. Elles ont un clitoris, donc j'avais besoin de ressembler, entre guillemets,
à mes semblables. Et un jour, je me suis même posé la question, un jour, je vais avoir une fille peut-être, et ma fille aura quelque chose que moi, je n'ai pas. Donc, ça m'a un peu hantée et j'ai fait les démarches. Donc, je suis partie rencontrer le professeur Foldes qui a fait on a un petit entretien. Il nous ausculte pour nous dire à peu près le degré de la mutilation, nous dire si c'est possible de réparer, etc. Donc, j'ai eu un entretien avec lui qui s'est très bien passé. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, que je pouvais me faire réparer, etc. Enfin, j'utilise le terme réparer, mais bon, c'est ce que lui qu'on utilise le plus souvent. Donc, j'ai fait mon opération dans les années, on va dire 2006, je crois. Et je vous avouerai que j'étais un peu déçue. Enfin, j'avais tellement d'espérance sur cette opération. Je me suis dit, les choses ont changé pour moi, etc. J'ai été déçue. Là, ça va faire 10 ans quasiment que j'ai été opérée. Et je ne vais pas vous dire que les choses, au niveau sexuel, ont énormément changé parce que je pense que c'est plutôt, s'il y a un côté plutôt psychologique, etc. C'est vrai que le regard des autres, je me dis, bon, maintenant, j'ai peut-être quelque chose que tout le monde a, mais en même temps, c'est pas vraiment ça, parce que la partie qu'on m'a enlevée, elle reviendra jamais. Et puis j'ai échangé avec d'autres personnes qui, eux, n'ont pas eu le besoin de faire l'opération et qui se sentent très bien. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je me pose beaucoup de questions sur le pourquoi, le comment. Est-ce que je me suis fait influencer par les médias ou pas? Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, dans les années 2005-2006, je sais pas, enfin moi j'ai 36 ans, mais à cette époque-là, on parlait énormément de l'excision, des mutilations, de l'impact que ça avait au niveau médical sur les femmes, sur les douleurs qu'on pouvait ressentir. Enfin, il y avait énormément de débats, d'échanges. Pour moi, j'avais l'impression qu'on ne parlait que de ça. Et donc, je me suis sentie, on va dire, un peu happée par tout cet engouement, etc. Et aujourd'hui, avec le recul, 10 ans après, je me dis... Est-ce que ça a changé énormément de choses? Donc j'ai vraiment un regard un peu plus, on va dire, plus de recul. Oui, un peu. Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire si est-ce que ça a changé énormément. C'est assez critique pour moi. Mais bon, après, donc... C'est un peu... Oui, Ramata et moi, en fait, quand on s'est retrouvés justement, parce qu'on voulait lutter de l'intérieur justement contre les MSF, c'est que il y avait aussi le fait de dénoncer un discours trop, je dirais, trop... une espèce d'assignation, une espèce d'injonction, au fait, au plaisir. Moi, donc, comme je vous l'ai dit, comme la présentation tout à l'heure, moi je suis lesbienne. Alors moi je suis golden, c'est-à-dire que j'ai jamais... c'est un peu une expression dans notre jargon pour dire qu'on n'a jamais couché avec un mec, en tout cas j'ai jamais eu de relation avec des hommes. Mais c'est vrai que, donc moi comme j'ai subi l'infibulation, c'est vrai que j'avais un sexe qui était fermé. Donc je veux dire... le petit trou, même ce petit doigt ne rentrait pas. Donc c'était un petit peu compliqué quand même pour les rapports. Et l'angoisse à chaque fois, c'était que je devais répondre à des questions. Alors heureusement qu'il y avait des gens qui étaient plutôt cultivés, sensibles au tournement, donc du coup... pas trop, mais c'est vrai qu'il y avait ah bon, t'as pas un sexe comme ah bon, mais alors t'es pas entière, mais alors on t'a coupé, mais alors et les gens étaient dans une, enfin mes amantes ou même mes amis étaient dans une espèce de comme ça de compassion, et puis elles étaient plus dans la flagellation que moi, alors que moi non, j'ai toujours dit qu'on faisait l'amour d'abord dans sa tête, je pense que etc. Et puis il y a eu toute une trajectoire. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que donc la réparation, je ne l'ai pas faite, je l'ai refusée. Je l'ai refusée parce que je n'avais pas envie encore de me faire 45 minutes, anesthésie générale, où un gars va me dire que oui, c'est bien, c'est pas bien, qui va me tenir tout le discours que les médias tiennent, tous les discours que les associations tiennent, à savoir que c'est super, c'est une réparation, c'est le plaisir retrouvé, c'est la sensibilité de nouveau. Donc moi, je l'ai refusé. Et puis la deuxième chose, c'est que moi, j'ai subi une désinfibulation, je ne sais pas si vous connaissez le terme,
C'est-à-dire qu'à Djibouti, des médecins dans les années, je ne sais pas, peut-être fin 70, ou dans les années 80 en particulier, ont pratiqué une ouverture, en fait une ouverture du vagin, parce que comme c'était fermé, les filles arrivaient avec des vulves complètement explosées, les accouchements, c'est soit mort-né, soit c'est elle qui meurt, assez souvent les deux. Donc il y avait tout ça, du coup, pour faciliter une pénétration plus, on va dire, moins douloureuse, on va dire, et puis un accouchement plus serein, donc il faisait ce qu'on appelle une défibrillation. Et moi, donc, j'ai fait une défibrillation fin des années 90, mais je l'ai faite, et là aussi, politiquement, chez moi à Djibouti, parce que c'était important, symboliquement, pour moi. Donc, du coup, ça nous mène vers ce que Rama et moi, on se pose toujours comme question par rapport à tout ce discours, par rapport à toutes ces campagnes. Encore une fois, on est bien évidemment on est concerné par les mutilations sexuelles féminines, parce que nous les avons vécues, et puis deux, on a une manière quand même de réfléchir, une manière quand même de critiquer tout ce qui se fait autour, le langage, le discours. Quand par exemple on parle de réparation, c'est vrai qu'on a des mots comme pas complète, pas entière, donc privée de plaisir. C'est-à-dire qu'on va au fait stigmatiser notre sexualité. Et ça, c'est quelque chose de vraiment, pour nous, mais vraiment incompréhensible. Je veux dire, c'est inacceptable de nous réduire juste à notre et c'est ce que je disais d'ailleurs en préambule. Pourquoi effectivement on refusait, en tout cas moi je refusais de témoigner, parce que là c'est la première fois que je fais ça. C'est parce que justement je ne voulais pas qu'on voit que une position de victime. J'ai travaillé à Amnesty International en tant que consultante sur la question des mutilations sexuelles féminines pour le bureau Afrique. C'était pendant quelques années, j'étais même en mission pour eux. À aucun moment, ils ne savaient que j'étais excisée. Pourquoi ? Parce que j'avais cette peur, cette angoisse, que de voir mon discours, mon analyse minimisée, minorée et dépolitisée, en fin de compte. C'est-à-dire parce que c'est beau de dire, vous savez, toutes les ONG, toutes les associations, à l'approche du 6 février, qui est donc la journée tolérance zéro, MGF, cherchent des témoignages. Les médias en raffolent. On aura Rama et moi, je pense qu'on aura des médias, etc. Et tout. Non. Non, parce que justement, on ne veut pas être réduite à ça. Et ça, c'est pas quelque chose qui ressort dans toute cette réflexion, dans toutes ces analyses et ces campagnes anti-MSF. Et d'ailleurs, je me rappelle, quand j'étais au GAMS, c'est vrai que tout le monde attendait à ce que je dise j'étais infibulée, j'étais excisée, etc. C'est-à-dire que je ne pouvais pas arriver au GAMS avec juste une analyse, mais alors du coup c'était un peu ambigu. Mais bon. Et du coup, tout ça nous ramène à des questions, donc je vous les donne. Voilà, je partage avec vous pêle-mêle ces questions-là. Sur le traitement, effectivement, c'est vrai que quand on lit les articles sur les mutilations sexuelles féminines, c'est vrai qu'il y a toujours on sait que quand on va parler d'excision ou des MSF, on va parler d'une certaine catégorie, c'est-à-dire que ce sont les femmes noires. Or, il n'y a jamais cette articulation justement de comment les femmes noires, parce que c'est eux qui sont majoritairement ciblés, majoritairement en tout cas ici en France, en tout cas concernés par les mutilations, donc on ne les entend pas. Rama et moi, on les connaît parce qu'effectivement on sait comment les atteindre, parce qu'on est concerné, on sait comment elles vont parler, on peut s'échanger, etc. Mais c'est vrai que ça, il n'en ressort pas dans les campagnes. Je ne sais pas si tu peux dire un mot justement sur ça, Rama, parce qu'on a discuté longtemps sur par rapport justement à ce qui manque dans cette communication,
dans cette lutte? Moi, enfin, pour ma part et pour les personnes que j'ai pu rencontrer, ce qui nous manquait, c'était vraiment un lieu où on pouvait parler librement sans forcément être vu que sous l'angle de la mutilation, que sur l'angle de la victimisation. Enfin, on voulait vraiment échanger en tant que femme moderne, ayant une vie, on va dire, lambda, juste échanger sur le sujet. Qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce que cela, quelles sont les questions qu'on se pose, comment on peut lutter autrement, enfin, juste discuter et ne pas forcément lutter. Enfin, je ne veux pas dire ne pas lutter, si on lutte, on est contre, etc. Mais juste avoir imposer un choix. Enfin, ne pas dire forcément, oui, bon, vous êtes excisé, la seule chose qu'il faut faire, c'est la réparation. Non, ce n'est pas forcément la réparation. On peut très bien être excisé, vivre très bien sa vie, ne pas vouloir se faire réparer parce qu'on n'en a pas un besoin, mais pouvoir proposer toutes les moyens. Une personne peut vouloir aller se faire cette réparation et l'autre pas, et avoir le choix d'avoir... de décider de ce qu'elle veut faire. Donc moi, dans cette lutte, j'ai rencontré Sabrine, j'avais beaucoup parlé avec elle, et en ayant rencontré plusieurs personnes, on a créé une association qui, elle, est vraiment là uniquement pour donner des informations, discuter s'il le faut, donner un peu le rôle de la grande sœur, ou de la personne qui peut justement juste écouter, conseiller, mais sans donner une position ou une directive où il faut absolument faire ça. Et donc l'association, on l'avait appelée Papillon Mousso Blocoli. Alors je vais vous dire, parce que Mousso Blocoli, c'est en fait en termes bambara, parce que je suis malienne, et ce qui est assez bizarre, c'est que la traduction littérale de l'excision au Mali, c'est Mousso Blocoli, et Mousso Blocoli, ça veut dire le lavage de la main de la femme. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi on l'a appelé comme ça. Je vous avouerai, j'ai pas encore trouvé d'explication, mais c'était assez paradoxal. Donc cette association a été créée dans les années, en 2008. On a été très actifs sur le terrain, on a rencontré des personnes, on a échangé, on a fait des réunions d'information. Et au fur et à mesure, on va dire, du temps, c'était un peu plus à l'oral, des appels téléphoniques, etc. Je travaillais énormément aussi avec mon gynécologue, qui est quelqu'un qui aussi rencontre beaucoup de personnes dans le cadre de son activité qui ont subi les mutilations et qui se posent des questions et qui ne veulent pas forcément aller vers des structures telles que le GAMS ou le CAMS, parce qu'elles ont eu certaines des expériences un peu malheureuses et qui souvent m'adressent des personnes qui ont des questions à poser, etc. et que j'essaye d'accompagner, et surtout sans leur donner de jugement ou de ligne directive où il faut faire ça, il faut absolument aller te faire réparer par le professeur Fodex, etc. Donc voilà, on essaye d'avoir un discours un peu plus, on va dire, plus proche de la réalité et d'essayer d'apporter mon vécu et le vécu d'autres personnes. Il y a aussi un autre point aussi dont on discutait, se rappelle, c'était l'accueil au fait dans les associations. Et notamment l'accueil, moi, j'ai eu une expérience un peu malheureuse. C'est vrai que quand j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur l'excision, c'est vrai qu'un jour, j'ai appelé le GAMS et ça ne s'est pas très bien passé. Parce que tout de suite, on a plutôt un discours, on va dire, répressif. On n'essaye pas de s'intéresser à mon histoire, c'est tout de suite comment ça s'est passé. Vos parents ont été... Enfin, on essaie tout de suite comment dire, je ne sais pas comment vous dire, moi, je voulais pas mettre mes parents au pilori, quoi. Je veux pas il y a des traditions, malheureusement, qui sont pas bonnes. Ils ont peut-être, ils ont peut-être été forcés. Enfin, je connais pas l'histoire exactement, mais je voulais pas forcément avoir une démarche répressive envers les personnes qui m'ont fait subir cette mutilation. Je voulais vraiment avoir une démarche de réflexion personnelle pour qu'on puisse m'accompagner moi, mais pas forcément répressive. Donc c'est vrai que l'accueil que j'ai eu n'a pas été très, très positif. Donc c'est ce qui m'a poussé moi de créer cette association pour pouvoir justement conseiller les gens, mais sans pour autant les pousser à faire des choses qu'ils ne veulent pas vraiment faire, quoi. Donc, Et puis un autre point aussi, c'est que ces associations-là, ce sont des associations qui ne veulent pas entendre un discours
différent. Différent ou même positif, ne serait-ce que même par rapport au plaisir. Moi, une des copines m'avait laissé comprendre qu'elle était excisée, elle aussi, et donc elle s'est présentée à une association qui parlait justement de sexualité, de plaisir. Et c'était une fille qui était plutôt épanouie d'un point de vue sexuel, qui a subi l'excision, qui était consciente de ce qu'elle a subi, de l'impact aussi, mais qui avait fait sa construction, son chemin en fait pour s'épanouir sexuellement. Et là, la dame lui a dit ah non mais c'est pas possible, on peut pas vous accueillir, nous nous notre plan d'attaque, c'est justement les mutilations sexuelles féminines restreignent ou portent atteinte ou diminuent le plaisir ou à tout le moins l'altèrent. Si vous venez avec un discours positif pour dire que c'est le plaisir, vous comprenez, ça va être quand même difficile. Bon. Et j'en passe, hein, il y a d'autres, etc. Donc, c'est vrai que, voilà, je veux dire, c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas, honnêtement, à chaque fois quand on me dit oui, viens témoigner, viens dire, viens raconter, ça ne m'intéresse pas. C'est l'analyse, l'articulation, et donc merci vraiment, Hélène, de me donner cette opportunité d'échanger avec vous sur cette approche-là, en tout cas sur cette vision-là. On va passer peut-être à d'autres problèmes. Donc, qui se posent à nous. Alors, on a vu aussi, donc on a vu le traitement médiatique. Donc c'est toujours les autres, hein, les excisés. Oui. On va essayer de toujours prendre, de faire en sorte que c'est étranger. Elles ont beau être françaises, hein, d'origine peut-être sénégalaise, malienne, mais elles sont étrangères. Bah oui, c'est pour ça qu'elles sont, on est mutilées, excisées, voilà. Donc il y a une espèce de, comment on appelle ça, de stigmatisation du sexe noir, et donc ça serait effectivement intéressant de plus développer cette question-là. Alors, oups, ah ben je me souviens plus. Je suis désolée. Ouais, tout en bas. Non, la flèche verte. C'est quoi la flèche verte? La flèche verte qu'il y a en haut à gauche. Là. Les soins? Ouais, je pense que ça devrait marcher. Voilà. Alors, l'objet, maintenant, ça on avait dit. Excusez-moi, hein, j'étais allée un petit peu vite. Je vous prie de m'excuser. Alors, il y a donc plusieurs, comme j'ai dit en préambule, et puis échanger avec toi aussi, Rama, c'est qu'il y a plusieurs points donc qui aussi sont problématiques. C'est par exemple, vous prenez le CAI. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est quoi le CAI? C'est le contrat d'accueil d'intégration, qui d'ailleurs va être remplacé maintenant par ce qu'on appelle un contrat d'intégration républicaine. Attention, hein, là on va plus... Le CAR au lieu du CAI. Exactement. Ça change tout. Ça change tout. Hein. Ah bah, c'est une question de... donc, alors là aussi, effectivement, hein, vous savez qu'en France, c'est l'OFII, donc l'Office français de l'intégration, de l'immigration et de l'intégration, qui est donc du ministère de l'Intérieur, qui valide, on va dire, le séjour, le fait que vous êtes vraiment bien parti pour une intégration, hein, à la française. D'accord? Donc, vous prenez le CAI, hein, c'est 1 heure de formation civique, 1 heure à 6 heures, hein, de formation civique, c'est un examen médical, et puis effectivement voir si vous devez renforcer votre français, l'apprendre, etc., etc. Et là aussi, la question là aussi, on fait bien comprendre, hein, que parmi les devoirs et les droits, forcément l'égalité entre les hommes et les femmes, et que l'excision et le mariage forcé ne doivent pas être de la partie. Bref. Et puis il y a d'autres problèmes aussi au niveau du droit d'asile. Alors, en règle générale, la France a une restriction, on va dire une interprétation assez restrictive déjà de la CG de 1951. Et quand on sait que la CG de 1951 est une convention, en gros, hein, vous vous rappelez, hein, la Convention de Genève, donc elle vous octroie la protection internationale, donc
le statut de réfugié politique et sur la base de certains motifs, dont notamment motifs ethniques, religieux, politiques et appartenance à un groupe social. Et l'appartenance à un groupe social, c'est ce qui concerne en tout cas les demandes d'asile motivées sur l'excision. Quand je dis excision, c'est pour aller rapide, c'est MSF, mutilation sexuelle féminine. Et là, il y a plusieurs problèmes, puisque déjà se pose la question de la crédibilité au niveau de l'excision. Alors déjà, les demandes d'asile motivées sur l'excision vont plus aboutir, on va dire, au niveau de la CNDA qu'au niveau de l'OFPRA. L'OFPRA étant la première instance, vous faites une demande d'asile, c'est l'OFPRA qui statue, et l'OFPRA peut statuer de 3 sortes. Elle refuse, autrement dit elle rejette, mais vous avez le droit de faire un recours auprès de la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Elle accepte, elle vous donne une protection subsidiaire, elle dit que pour l'instant, effectivement, il y a un gros risque sur vous, mais dans quelques années, pas. Donc, pour l'instant, je vais vous protéger, mais après, je ne vais plus vous protéger, et donc, vous retournez dans votre pays. Mais vous pouvez faire un recours pour contrecarrer la protection subsidiaire de 1 an, qui est renouvelable, tant que la gravité persiste, ou en tout cas le danger est potentiel. Et puis, le statut de réfugié, qui vous donne donc 10 ans, et là vous êtes reconnu réfugié au sens de la CG de 1951. Or déjà, le traitement, déjà l'OFPRA n'a pas vraiment, on va dire, une approche genre. On a beau effectivement, nous en tant que féministes, en tant que Corga, association spécialisée sur tout ce qui est droit des étrangères, droit d'asile et excision et mariage forcé, on a mis l'accent. Donc il y a des petits progrès, mais il n'empêche que là, au niveau de l'OFPRA, ça ne passe pas encore, et au niveau de la CNDA, ça va passer, mais avec une surexploitation, avec un soupçon quant à la crédibilité, une espèce de surexploitation du motif. Ils ont peur que ça ouvre, on va dire, ça fait, comment on dit, ça fait appel d'air, c'est ça? Appel d'air, il fait bouler, tout le monde arrive. Et c'est là où se pose quand même la question, comment ça se fait que la CNDA, qui est quand même censée travailler sur la question de droit d'asile, qui est quand même un droit à part, on ne parle pas de droit de régularisation au séjour, on parle de droit d'asile, comment ça se fait que la CNDA se porte aussi garante ou même policière pour contrôler, pour ne pas faire d'appel d'air à bon. Donc voilà, moi je me pose des questions là, donc moi je travaille bien évidemment sur la question de l'asile, du droit d'asile et tout ce qui est question genre, et puis question, genre, LGBT, etc. Et c'est vrai qu'on voit ces choses-là. Est-ce qu'on voit par exemple récemment, donc c'est une mère dont la fillette, je pense à 1 an, 2 ans, qui est donc sénégalaise, et qui en cas de retour dans son pays, risque fortement la mutilation sexuelle féminine. Donc, elle a été à l'OFPRA, ça a été rejeté, et on s'est donc retrouvé à la CNDA. Et la CNDA a donné, bien évidemment, le statut de réfugié à qui? À la fillette. Mais pas à la mère. Alors, c'est cette incohérence-là, on est quand même en France, c'est cette incohérence-là qui, moi, me limite même ce jus de conneries, quoi, de stupidité, mais on est quand même, ils vont vous dire qu'on est quand même dans une interprétation, je veux dire, de la Convention de Genève, et que c'est des motifs de réfugiés, que la mère n'est pas, ne risque pas, mais c'est la fille directement qui risque. Et on est, au fait, dans ce que j'appelle, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, c'est dommage. Flèche verte. Non, mais ça marche. Je voudrais bien arriver sur le... Alors, je vais juste vous le dire. Et c'est là où on arrive, en fait, avec le fameux problème de ce qu'on appelle l'unité de famille, ascendant et descendant. Vous savez que descendant, c'est-à-dire que l'unité de famille... attends, je vais le faire. En fait, je vais juste la suite, mais j'arrive pas. C'est pas grave. Je vais en tout cas. Et au fait, ce qui est paradoxal, c'est que vous savez que donc l'unité famille, quand par exemple un demandeur d'asile veut effectivement que sa famille le rejoigne ou
ou qu'on prenne en considération qu'il y a aussi des risques sur sa famille. Donc, il y a effectivement le descendant, c'est-à-dire les parents, ont peur pour les enfants, et donc on peut dire on peut supposer que les enfants vont être pris en charge. En revanche, l'unité famille ascendant, c'est-à-dire que les enfants ont eu une protection internationale, en l'occurrence statut de réfugié, mais ça peut être aussi protection subsidiaire, les deux en tout cas sont une protection internationale, eh bien la mère ou les parents ne vont pas être forcément régularisés ou forcément reconnus. Et là, il va falloir effectivement entamer. Il n'empêche, et je m'excuse vraiment, il n'empêche qu'il y a quand même une circulaire depuis mars, peut-être mars 2000, alors attendez, je vais ici, mars 2015, il y a eu une circulaire de la part du ministère de l'Intérieur pour quand même demander au préfet de régulariser les parents ou les mères des fillettes qui ont obtenu la décision en tout cas de statut de réfugié, puisque la CNDA peut casser la décision de l'OFPRA et donner soit un an, soit reconnaître le statut de réfugié. Alors, c'est bien, cette circulaire, elle est claire, effectivement. On voit qu'il y a une petite ouverture, en tout cas, il y a une prise en compte. Il n'empêche qu'une circulaire ne fait pas foi de loi. Ce n'est pas une loi. Par conséquent, c'est à la discrétion des préfets. Alors, un préfet qui va dire « Oh là là, il y a trop chez moi, etc. » à mon avis, il va chercher plutôt à réduire et à ne pas appliquer. Et puis, un préfet qui est un petit peu plus ouvert, peut-être un petit peu comme celui de Nanterre, peut-être, pourrait peut-être l'appliquer positivement. Est-ce qu'il y avait aussi d'autres choses que je voulais... On peut faire des questions-réponses. Oui, bref, voilà, terminer juste sur un point, c'est que quand on voit par exemple aujourd'hui les campagnes, les actions, les moyens mis à disposition de la lutte contre les mutilations sexuelles féminines, c'est vrai que à la tête de toutes ces structures-là, de tous ces organismes-là, t'as pas remarqué, Rama? Il n'y a pas de off-color. C'est fou, ça. C'est vraiment comme la France-Afrique, tu vois, c'est un précaré. Voilà. Il y a un précaré. Donc, il ne faut pas trop on est plutôt sur le terrain. C'est vrai qu'après, niveau visibilité, c'est vrai que c'est plus européanisé, quoi. Ah non, mais c'est blanc, quoi. C'est blanc. Pourtant, il y a des femmes qui peuvent être coordinatrices de projets, qui peuvent être assistantes de projets, qui peuvent être, je veux dire, qui peuvent même apporter en plus ce double regard et peut-être même dynamiser, voire un petit peu originaliser ces discours. Après, il ne faut pas tout jeter. Il y a quand même, notamment sur le plan du droit d'asile, j'avoue qu'il y a aussi bien une mobilisation associative généraliste que associative spécialisée sur la question des droits des étrangers, de droit d'asile, qui porte quand même des motivations, en tout cas des éléments pour améliorer le traitement des demandeuses d'asile motivées sur la question de l'excision et sur la question des mariages forcés, comme notamment le fait de ne pas avoir des entretiens avec un officier de l'OFPRA, mais une officier de l'OFPRA, et que l'interprète ne soit pas un homme, mais une femme. Et cette approche genre, on a mis du temps, on a vraiment mis du temps, et des années, c'est seulement depuis peut-être 2 ans, 3 ans, où on peut avoir une amélioration. Et puis, l'autre chose qui est intéressante, depuis maintenant la réforme du droit d'asile, puisqu'elle a été réformée en 2015 et entrée en vigueur en novembre 2015, c'est qu'il est admis, il est autorisé maintenant, que que les demandeurs d'asile qui vont avoir leur entretien soient accompagnés, soit par des associations, soit par des avocats dès lors qu'ils sont connus, ou identifiés en tout cas, par l'OFPRA. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous, et on vous remercie.
Moi, merci beaucoup pour cette intervention formidable. Je ne sais pas comment dire d'autres mots, mais je propose de passer directement aux questions, réponses. Voilà, après ces interventions extrêmement intéressantes. Trop parler peut-être. Non, pas c'est tout complet. Ça porte à la méditation. Oui, voilà. Ah oui, bah ça. Il y a tellement de choses. Donc, excusez-moi d'abord d'être arrivée après le début de votre intervention. Je me suis perdue, j'ai cherché la salle. C'est un peu étrange, hein, je suis de la maison, mais... moi, je voulais peut-être... J'ai des questions un peu comme ça qui me sont venues au fil de ce que vous décriviez. Mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autres questions? Moi j'en aurais, mais je relise un petit peu. Vous êtes sûr? Ouais, c'est bon. De toute façon, On a le temps, ouais. Oui, Non, mais oui, c'est juste d'accord. que j'essaie de donner toujours la priorité aux étudiants. Plutôt. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est cette idée que lorsque on pourrait faire état de sa propre expérience d'excision, mais on pourrait aussi imaginer que c'est le cas pour le mariage forcé ou pour d'autres situations, même moi. Finalement, le risque, c'est d'être réduite à. Et c'est cette expression qui m'intéresse. C'est insupportable ça, ouais. Parce que, comme si en fait, On n'était que ça. comme si on n'était que ça, mais que par ailleurs, c'était finalement, c'est une petite expérience, quoi. Ça ne mérite pas tant de considération que ça. Ça mérite beaucoup de répression, mais pas de considération. Parce que cette expérience-là, elle prend beaucoup de place finalement. Que ce soit celle de l'excision, ou que ce soit celle de mariage forcé. Pas de la même manière, mais moi je raisonne par rapport à ceux qui réduisent à. C'est-à-dire qu'on ne peut parler qu'à travers ce prisme-là, que parce qu'on a vécu ça. Et du coup, parce qu'on a vécu ça, on ne peut pas parler d'autre chose d'ailleurs. Donc on ne peut pas avoir un discours d'expert, on ne peut pas avoir un discours de responsable. Ça renvoie à la question du fait que, effectivement, si on est réduite à ça, il n'est pas question d'assumer des responsabilités pour lutter contre ça. Il y a un continuum, qui est sexué et racialisé, qui va faire que, effectivement, ça a des implications extrêmement fortes. Alors ça pose deux types de questions. C'est que d'abord, il y a finalement en creux, il y a une sorte d'injonction qui, à la fois, alors elle est double, elle est complètement paradoxale parce que c'est sortir de votre vie privée finalement, parce que parler de l'excision, c'est parler de son sexe, c'est parler de son corps, c'est parler de sa sexualité. Et donc l'injonction, c'est il faut il faut exposer ça. Comme si ça c'est quelque chose d'assez classique dans les expériences des femmes, c'est qu'on tombe dans le domaine public. On devient un objet qui peut être examiné, même de très très près. Je me souviens de descriptions de gynécologues effectivement qui décrivent par le menu les excisions, justement pour établir le degré de mutilation. C'est exactement donc il y a ça. Et en même temps, l'injonction paradoxale, c'est qu'il vaut mieux ne rien dire. En fait, la façon de la gérer, c'est soit... Il faut dire d'une certaine manière. Parce qu'il ne pourra dire que d'une certaine manière, c'est-à-dire en rentrant dans un répertoire qui est déjà prédéterminé, qui est imposé. Et alors je comprends très bien, c'est intéressant parce que vous n'avez pas du tout eu la même position l'une et l'autre par rapport à ça. Sabrine a décidé de ne pas le dire et vous avez décidé de Moi, au contraire. Voilà. Donc c'est intéressant que face à cette injonction paradoxale, il puisse y avoir de multiples attitudes. Mais ça pose plus généralement la question effectivement, de cette pression énorme qui fait qu'à un moment donné, finalement, il y a un appauvrissement du partage de l'expérience parce que ça ne pourra se faire que selon certains critères. Et que quand bien même on partage l'expérience, comme vous l'avez fait, après tout, ça se fait quand même dans les termes qui sont requis par ceux qui vous écoutent. Et donc, non, il y a à la fois une perte en termes de mutualisation, qu'est-ce qu'on partage d'une expérience, et comment est-ce que ça peut renforcer, produire une puissance d'agir qui permettrait justement d'aller à l'encontre. On est tout juste bonne à faire le travail de repérage, mais on ne peut pas diriger des programmes nationaux, on ne peut pas
avoir une place, avoir une position de pouvoir. Je crois qu'il y a à la fois cette dimension-là et puis le fait que ça renforce d'une certaine manière l'injonction au silence qui est classique dans les logiques coloniales, qui consiste effectivement à tout faire pour que celles et ceux qui savent ne puissent pas dire. Et donc ne puissent pas non plus agir. Donc là, je trouve que votre description, de ce point de vue-là, elle est saisissante, hein, parce qu'on comprend les implications énormes de ça. Hein, c'est pas... Peut-être si je peux rajouter, l'injonction, mais il y a aussi, je pense, une crainte aussi de mise en compétition. C'est-à-dire que si effectivement une femme excisée venait à avoir une responsabilité dans une structure, dans un organisme, à côté d'une personne privilégiée, donc blanche, qui elle est déjà là, c'est vrai qu'il y aura aussi la crainte d'une mise en compétition parce que on dit ah bah tiens, ils vont s'intéresser plus à elle parce que les médias vont aller chercher, même s'ils cherchent très mal, mais ils vont aller chercher comment on appelle ça, donc une espèce d'exotisation, une espèce effectivement, et ça va être le bon client. Voilà, c'est sûr. Bon vous devenez le bon client. Voilà. Donc tu vois, c'est très. Et d'ailleurs, ça me. Enfin bon, moi je voulais juste signaler ça parce que ça me semble être extrêmement. C'est vraiment. C'est pas juste descriptif, quoi. C'est-à-dire, c'est un enjeu à la fois théorique et politique. C'est quelque chose qu'il faut parvenir à résoudre d'une manière ou d'une autre. Et comment sortir par le haut de cette injonction paradoxale et des implications qu'elle peut avoir. Alors, en plus, ce qui est intéressant, c'est que. Vous disiez à un moment donné qu'en fait, c'est toujours abordé à travers la privation, le déficit, la souffrance, et comme si en fait, enfin, je vous dis de manière un peu brutale, mais c'est pas vis-à-vis de vous, mais je veux dire, ça vous êtes des êtres de souffrance, quoi. Si, c'est ça. Quand on est comme ça, on souffre. C'est voilà, mais ça ne s'arrête jamais, quoi. Et donc là aussi, il y a quelque chose d'intéressant par rapport à cette rhétorique de on va vous réparer pour que vous retrouviez du plaisir. C'est qu'en fait, ça renvoie à quelque chose qui est assez diffus dans nos sociétés, qui est que, en fait, il y a une injonction à la résilience tout le temps. Tout le monde doit réussir à tout surmonter, quoi. Il n'est pas question de rester. Alors, à la fois, on a le droit de se construire comme victime, mais en même temps, on n'a pas le droit d'être victime. Là aussi, il y a une autre injonction paradoxale. C'est jamais possible, quoi. Quelle que soit la position que tu adoptes, c'est pas la bonne. Et donc tu dois te présenter comme victime, puis il y a toujours quelqu'un qui va dire non, mais à un moment donné, ça va, quoi. Oui, voilà. Donc la résilience, c'est quand, tu vois, c'est ok. Vous avez fait votre coming out de victime. Maintenant, à quand la résilience? Et en même temps, rien n'est possible, puisque de toute façon, ce récit-là sera toujours indexé à la souffrance qu'il génère. Donc il n'y a pas de solution, quoi. Alors là, il y a celle, visiblement, il y a. D'ailleurs, comme c'est une injonction, ça veut dire qu'il y en a qui arrivent à être résilients. On se demande bien qui, d'ailleurs, mais enfin, visiblement, il y a des gens qui arrivent à être résilients, qui se sortent de tout, qui se reconstruisent, qui même se renforcent, qui gagnent de la puissance d'agir à travers... Mais alors là, dans ce cas-là, visiblement, ça ne fait pas partie de l'agenda, quoi. L'idée qu'à un moment donné... c'est possible de... Et alors, du coup, cette femme qui dit « mais moi, j'ai une sexualité épanouie et je ressens du plaisir et voilà, quoi, j'ai une histoire de femme excisée. » Bien sûr. Et voilà, ça n'empêche pas, quoi. Mais on les entend pas. Mais il y en a beaucoup, hein. Bah oui, parce que c'est pas la bonne résilience, non. quoi. Il y en a beaucoup. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment, si tu veux, traumatisée. Moi, si tu veux, quand on t'excise à Djibouti, excisé, infibulé, parce que Djibouti, c'est 93%, c'est l'infibulation. Tu intègres en fait déjà cette voilà, parce que c'est la norme, tu intègres, etc. Sauf qu'à un moment donné, tu exploses parce que tu as intellectualisé, tu as travaillé, tu as eu le féminisme qui est passé par là, tu as le lesbianisme politique, c'est pour ça que je me définis toujours comme lesbienne politique, je ne suis pas que lesbienne, je suis lesbienne politique, c'est autre chose, c'est différent. Ça, pour le coup, c'est mon identité. Et puis, du coup, tu essaies d'avoir cette capacité à dire, mais comment, une fois que tu prends conscience, une fois que j'ai pris conscience de ce qui m'est arrivé, parce que sinon c'était enfui, là, du coup, moi, ma trajectoire, c'est de dire, mon réflexe, c'est de dire, ben voilà, je suis une survivante des mutilations.
Du coup, je vais plutôt transformer tout ça, si toutefois j'ai de la force, transformer tout ça pour aller vers les autres, vers la solidarité, vers le collectif. Et c'est comme ça qu'on sera plus unis. Et là, je reçois, j'entends que des témoignages de femmes, mais alors avec une tonalité de victimisation. C'est pas possible. On n'est pas des superwomen, hein, toi et moi. Ah non, pas du tout. Déconner non plus. Ah non, non, non. Attention, hein. Voilà, c'est ce qu'on a subi. Je veux dire, bon, tant mieux qu'on soit. Moi, en même temps, je m'en souviens pas beaucoup. Cool comme ça. Mais c'est vrai que c'était juste. Il fallait juste être dans ce cadre-là, comme tu disais, dans ce répertoire-là. Et du coup, ça m'avait complètement figée, au fait. Et alors, heureusement que je suis militante, donc du coup, j'ai pu m'exprimer d'un point de vue politique sur le terrain, et puis même dans mes analyses, etc. et tout. À Amnesty, si ça réussi, c'est parce que justement, je n'avais pas dit ça, mais à mon avis, si j'avais dit, je pense que j'aurais... Enfin bon, je n'aurais pas fait, je pense, la moitié voilà. Mais c'est vrai que cette injonction, en fait, est très problématique, et elle pose encore une fois aussi, d'un point de vue, je dirais, pour nous qui sommes issus, au fait, d'anciennes colonies. Je viens quand même d'un pays qui est jusqu'en 1977 colonisé par Djibouti. J'arrive en France pour m'exiler pour des raisons politiques, entre autres le lesbianisme, l'utilisation sexuelle féminine, parce que j'ai une position qui effectivement ne va pas beaucoup plaire, parce que moi elle est toujours articulée politiquement, elle n'est pas juste sociale. Et d'arriver ici dans ton exil, etc. et tout, tu as mille et une choses à dealer avec, parce que l'exil c'est quand même très très douloureux, c'est pas n'importe quoi, c'est pas une décision quand même qui se prend comme ça à la légère. Et puis non, tu t'en sors, on te met dans un autre schéma, un autre schéma. Voilà. Et ce que je disais, moi c'est la première fois que j'accepte par exemple de partager une analyse où je sais que puisqu'on se connaît un peu avec Hélène, et que je connais ses travaux, et qu'on avait déjà fait une petite interview radio il y a longtemps. Mais voilà, cette analyse-là, justement, où il faut articuler une parole décoloniale, une parole située par rapport à l'utilisation sexuelle féminine, et ravie en plus de l'avoir fait avec Rama. Voilà. Et la dernière chose, juste une question, dans le cadre du CAI et donc de toute cette procédure, est-ce qu'il n'y a pas aussi, d'une certaine manière, une persistance de la suspicion qui est jetée sur les ascendants, qui expliquerait que c'est pour ça qu'en fait ils ne peuvent pas bénéficier du statut de réfugié qui pourrait être accordé aux enfants? Ah, mais parce qu'ils sont toujours considérés plus ou moins comme les coupables en fait de ce qui arrive à leurs enfants. Alors, de toute manière, le regard culpabilisant, le regard qui sont coupables, etc., tout, que ce soit au niveau que ce soit au niveau de la PREF, que ce soit au niveau de l'OFPRA, ça va être une linéarité. Bah oui. La fillette qui est excisée, elle n'a pas été excisée comme ça, c'est parce que c'est les parents. Et donc il y a toujours ça. Alors qu'il y a des parents qui se présentent avec des filles qui ont été excisées, mais les filles qui ont été excisées à leur insu. Oui. Et qu'eux, ils ont dû subir des persécutions, ils ont dû subir des menaces intracommunautaires ou intra-villageoises, intra-ethniques, et ils ont eu l'occasion d'arriver dans un pays, alors moi la France je ne l'appelle plus un pays d'accueil, c'est un pays d'arrivée en tout cas, dans un pays d'arrivée, en l'occurrence la France, et faire après leur démarche. Et ça ne va pas être si évident que ça, parce que non seulement l'OFPRA n'a pas une approche genre, le motif genre n'est pas en soi un motif d'interprétation de la Convention de Genève de 1951, et puis la deuxième chose, c'est qu'elle part déjà avec a priori. Pourquoi? Parce que la majorité des gens qui viennent sont issus des colonies Westaf francophones. Si, il y a eu des Nigériens, il y a eu des Nigériens de position et excision. Mais la c'est majorité, voilà, c'est quand même voilà, ça vient déjà de là-bas. Donc, et puis la troisième chose, c'est qu'il faut prouver par A plus B qu'il y avait des persécutions,
que ces parents-là étaient persécutés. Donc il fallait tomber dans une analyse sociologique, psychologique du village. Limite même, il fallait faire une étude d'anthropologie pour chaque cas. Pour établir ça, etc. Donc voilà. Alors c'est vrai que ça, ils arrivent déjà avec tout ça, quoi, bien sûr. Il y avait une question là, et ensuite vous. Non, en fait, moi, c'était pas nécessairement une question, mais c'était vraiment pour se brancher en fait, à ce que vous racontez. Ce serait plus un fragment d'expérience rapportée. Mais en fait, moi, chez moi au Maroc, je rentre un tout petit peu dans le détail pour en ressortir ensuite, mais disons que dans ma famille, mon grand-père était bigame. Et en fait, il y a toute une branche familiale qui est d'ascendance sahraouia, de Sahara, etc. Et en fait, à un moment donné, au Maroc, il y a eu, d'ailleurs ce serait intéressant de comprendre à quel moment et en fonction de quoi, à quel point c'est en rapport aussi avec les flux migratoires, etc. Mais il y a eu une campagne qui a été menée, qui a facilement 10-15 ans, je pense que j'étais encore là à l'époque, sur ces questions entre des mutilations, etc. Et juste pour raconter effectivement donc, que certaines femmes de ma famille, et j'ai d'ailleurs découvert par la même occasion qu'elles étaient excisées, qu'elles avaient été excisées, elles ont une réaction très épidermique. Alors pour le coup, on sort complètement justement d'élaboration militante, sociologique, etc. à cette campagne qui était vraiment très sommaire et très peu subtile en fait dans son développement. C'était vraiment, voilà, il faut sauver. Alors on s'adresse à l'entourage de petites filles ou de femmes. D'ailleurs, on ne faisait pas nécessairement distinguo entre les petites filles et les femmes qui avaient été excisées. Et l'idée, c'était de dire il faut les aider, il faut les sauver, etc. Donc c'était vraiment un discours très basique, très sommaire, etc. Et en fait, je me rappelle de tantes qui avaient réagi en disant mais non, on n'est pas des animaux terrés dans notre trou, comme ça, à venir chercher, etc. Enfin, c'est-à-dire que pour elles avaient totalement intégré et banalisé en fait ce truc-là qui faisait partie de leur biographie et de leur vie. Et donc elles ont eu cette réaction très viscérale qui venait pour elles renforcer le racisme institutionnel en fait, de l'État marocain. Vraiment dans toute sa splendeur. Et là c'était vraiment... Enfin voilà, c'était juste pour raconter ça en fait. Vraiment... Parce que bon, si on admet que le Maroc est plus ou moins sous tutelle néo- ou post-coloniale de certains États et notamment de la France, moi je pense que c'est aussi une caisse de résonance assez intéressante parce qu'ils utilisent les mêmes ficelles de communication, enfin ça commence à changer. En tout cas, il y a tout un appareil d'État qui est quand même très imprégné en fait de cette ancienne colonie. Bref, en tout cas, ça vient. Je vais juste raconter ça parce qu'au Maroc aussi. C'est vrai que le Maghreb, il n'est pas particulièrement touché au fait par les. Il est plus touché par le quatrième type de manipulation. La cautérisation, l'élargissement du vagin, les brûlures, effectivement, pour qu'il y ait que les rapports sexuels soient positifs pour les hommes. Il y a effectivement ça qu'on voit plutôt entre le Maroc et l'Algérie. Mais ça serait intéressant, sur 15 ans, c'est bien. Ça va me... Même sujet d'étude. Oui, moi c'est plus des questions factuelles en fait. Notamment, oui, vous avez parlé du comité interafricain. J'aurais aimé savoir, par curiosité, un peu comment c'était fait pour fédérer, s'il y avait des associations au niveau national, etc. Enfin, comment, et la réflexion aussi, en gros, c'est une structure qui se met en place au niveau régional et qui vient, enfin, a priori, c'est eux qui en sont à l'initiative. Voilà, aussi par rapport au GAMS, vous disiez un peu porteur d'un discours policé. Enfin, universaliste, voilà. C'est assez monopolaire. Et assez basé sur le droit, d'après ce que j'ai compris. Et en même temps, vous avez parlé du protocole de la charte africaine, etc. Oui, le protocole de Maputo. Finalement, c'est pareil, c'est aussi un moyen juridique. Ah oui. Cette fois-ci. Et juste pour finir, vous avez dit que les pays qui ont ratifié sont censés domestiquer la loi, mais est-ce qu'il y a, comment ça se passe concrètement? Et aussi, une dernière question, vu que Djibouti est un des premiers à avoir
interdit. Comment ça se fait que c'est encore l'un des pays où, enfin là c'est contradictoire, où il y a un taux de prévalence qui est plus important encore aujourd'hui. Ça c'est toi qui réponds, c'est Madame Technique. Alors, je vais prendre la question par rapport au GAMS, CAMS et puis le protocole de Maputo. Ok. Moi, personnellement, je ne suis pas contre la mise en place d'une loi. Hein. Mais qu'on soit d'accord, il ne faut pas qu'elle soit juste une loi dans un but juste répressif et dont tout le monde va se satisfaire. Hein. Parce que ça ne va pas marcher. C'est ce que j'appelle l'espèce de décisions qui viennent d'en haut, sans effectivement s'adapter à l'environnement, etc. Ce qui, moi, m'intéresse dans une loi, je suis anti-système, anti-État, donc la loi en sens répressif ne m'intéresse pas, mais ce qui m'intéresse, c'est son sens politique. Et là, je parle du protocole de Maputo. Je reviendrai après sur le GAMS et la CAMS, parce qu'encore une fois, j'ai ce double regard. Je ne regarderai pas la lutte contre les mutilations sexuelles féminines en France telle que je la regarderai sur mon continent, sur le continent africain, et a fortiori à Djibouti. C'est pas possible. Hein, ou alors il faut être schizophrène. D'accord ? Ce que je veux dire par là, c'est que le protocole de Maputo, encore une fois, c'est un arsenal juridique régional contraignant, en ce sens qu'il oblige les pays parties de l'Union en fait, de le ratifier. Et de fait, de mettre en place, donc, de mettre en œuvre en tout cas des décisions, des lois. Bon. Qu'est-ce qui m'a intéressé dans le protocole de Maputo? C'est que, c'est la première fois dans toute l'histoire de l'Afrique, par rapport à cette question très grave des mutilations sexuelles féminines, qui ne cesse de toucher, et dont on dit que les Africains eux-mêmes disent mais elles ne devraient pas exister, elles ne devraient plus exister. Autrement dit, on a cette capacité, nous, de l'intérieur africain, de dire oh, mais ça c'est de n'importe quoi. Hein. C'est plus possible, quoi. On a cette capacité intellectuelle, cette capacité politique, cette capacité économique, parce que quelquefois ça touche aussi à des enjeux économiques. La réparation coûte énormément très cher en Afrique. Elle coûte entre 300 et 400 $. Oui. Dr Foldes a d'abord essayé ses cobayes, si j'ose dire, en Afrique, notamment le Burkina Faso. Mais il a eu quand même le temps de former un docteur qui est maintenant très docteur burkinabé et un docteur malien très réputé maintenant aussi sur cette question-là, et tant mieux. Ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, de ce point de vue, j'adhère. Et j'ai même participé moi-même à la mise en place, à la ratification du protocole de Maputo dans mon pays. Je crois que c'était en 2005 ou 2006. J'étais en mission en déplacement là-bas. Et je suis djiboutienne. Je veux dire, moi, j'ai quitté Djibouti. Moi, j'ai vécu à Djibouti. J'ai quitté Djibouti adulte. Hein, je vous ai dit pour des raisons politiques. Donc, du coup, j'avais retrouvé certaines des camarades. Et c'est vrai qu'elle vivait le protocole de Maputo et la ratification du protocole de Maputo, c'est-à-dire que la présidence, le ministère, les moyens vont enfin prendre au sérieux la déconstruction même du discours religieux pour le coup, et traditionnaliste et culturaliste pour le coup à Djibouti contre les mutilations sexuelles féminines. Donc c'est ça, moi, qui m'intéresse quand je parle de loi. C'est pas le système répressif. Et d'ailleurs, on ne peut pas réprimer si on ne comprend pas, si on ne transmet pas, et si on n'informe pas, et si on ne dit pas, mais alors, attendez, mais pourquoi on réprime? Sinon, ça ne sert à rien. Il y a des pays qui répriment, pour autant, voilà. Et pourquoi, justement, ça continue à Djibouti? Effectivement, on est passé de 98%, pour ne pas dire 100%, de 98% à 93 maintenant, parce qu'encore une fois, il y a toujours eu une confusion de genre. Il est vrai que quand je viens de familles, certes modestes, mais de familles qui sont musulmans, et en plus je suis d'une famille métisse, c'est-à-dire qu'il y a les Somalis et que
on a pratiqué sûrement en tout cas, on va dire ce qu'on appelle l'infibulation plus pratiquée chez les communautés somalis et afar. Et pour autant, qui était dans l'éducation, ma mère était aussi fonctionnaire, parce que là-bas c'est le seul pourvoyeur de métier. Et pour autant, j'ai eu cette mutilation sexuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a la pression sociale. Alors là, plus que la religion. Parce que là, pour le coup, tout le monde va vous dire, ah non, oui, c'est vrai, c'est pas la religion, mais bon, ça nous arrange que ce soit la religion. Et ce sont des chefs dignitaires qui le disent. Et moi, j'ai été dans un workshop avec des chefs dignitaires à Djibouti lors de la ratification, et des religieux, enfin, des personnalités religieuses qui ont leur aura, qui ont leur public, qui vont dire tout, qui vont instrumentaliser tout discours, toute approche pour maintenir un certain comment on appelle ça, contrôle, et en fait c'est pour maintenir des ouailles. S'il faut aller, on n'a pas le temps d'aller dans une analyse, mais bon, c'est mon terrain forcément. Je peux aller d'analyse, je peux aller plus loin, mais on n'a pas le temps sur Djibouti, enfin je peux focaliser plus sur Djibouti. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Djibouti, c'est ça, c'est la pression, c'est le fait que tout le monde le fait, pourquoi on le ferait pas à elle? Je veux dire, sinon on n'est pas djiboutien. C'est plus ces questions-là, et ça reste vivace quand même. Et puis surtout cette injonction du mariage. C'est-à-dire qu'une fillette qui n'est pas excisée, et en particulier prépubértaire, parce qu'il faut marquer le corps pour qu'elle soit une bonne épouse, etc. Elle ne pourra pas avoir un mari. Et alors ne pas avoir un mari, c'est la catastrophe, d'un point de vue social et d'un point de vue économique. Et c'est ce magma, je dirais, en plus j'ai dit c'est volcanique, c'est ce magma, je dirais, de motivation qui fait en sorte que c'est vivace. Mais les choses avancent, c'est-à-dire que de la tendance infibulation, il y aurait une tendance vers ce qu'on appelle la clitoridectomie, je vous ai donné tout à l'heure vers la clitoridectomie, vers le saignement du capuchon clitoridien, ce qu'on appelle la sunna, la clitoridectomie arabe. Et puis il y a même une tendance, notamment chez les ménages plus jeunes, 30, 35 ans, 40, 45 ans, et plutôt éduqués et plutôt citadins, où là par contre, elles ne le font plus. Mes cousines, leurs enfants, Donc ça avance aussi. Et je pense que ça va avancer. Et puis il y a des fortes personnalités aussi qui sont dans la lutte. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une instrumentalisation. Mais pourquoi l'État de Djibouti a accepté de ratifier ce protocole? Alors, comme d'autres États. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a une volonté politique. D'accord? Il y a une volonté politique, ça c'est vrai. J'étais témoin de ça. Mais encore une fois, c'est un pays qui, depuis maintenant fin des années 90 et en particulier début des années 2000, ce contexte de géopolitique n'est pas étranger au fait à tout ça. Pourquoi? Parce que il y a un regain du religieux, il y a un regain du fait religieux. Je veux dire, c'est pas pour rien que les États-Unis se sont installés en 2001, en septembre, à Djibouti, pour aller effectivement, avec les drones, bombarder Al-Qaïda et Ben Laden, même si après ils ont su que Ben Laden était éloigné. Donc, il y a tous, et du coup, tout ce regard-là fait que le président, même s'il a une volonté dans son discours, parce qu'il a fait un discours dans ce sens-là, c'est-à-dire contre les mutilations sexuelles féminines, il n'empêche que d'un point de vue aggiornamento ou d'un point de vue de réel politique, il ne va pas trop aller les réprimer, trop aller les presser, au fait, ces chefs religieux. Pourquoi? Parce qu'il en aura besoin dans son assise du pouvoir, et c'est pour ça qu'il a été d'ailleurs réélu pour la 4e fois, avec changement de la Constitution, bien évidemment, tu vois, etc. Et je pense qu'il y a tout ça aussi qui fait que... et c'est pas la société civile la société civile, notamment féministe, en tout cas des femmes,
est porté contre les mutilations sexuelles féminines. Mais vous savez, 98%, pour arriver même à 93%, c'est pour un pays où les mutilations sexuelles féminines, je te dis, c'est une norme, quoi. Et puis où effectivement il y a des inégalités sociales, des inégalités économiques, où il n'y a pas de ville, hein, il n'y a qu'une seule ville à Djibouti, c'est la capitale elle-même. Personnellement, je viens d'aller. Et puis après, c'est des districts, ce qu'on appelle ici des grands villages, ou alors des petites communes. Mais voilà, il y a tout ça en fait qui s'articule et qui fait que les choses changent. Et même dans les discours des jeunes femmes, elles sont heureuses de laisser, même les jeunes garçons. Ils disent, tant mieux, parce que c'est bizarre, c'est vrai qu'on n'arrive pas. Bon. Elles sont heureuses de quoi que ça avance. Que ça avance et qu'elles ne mutulent pas, bien évidemment. Mais sauf que, voilà, ça lentement, prend du temps. mais sûrement. Ouais, ça prend du temps, Après, c'était pour le comité interafricain. Le comité interafricain, voilà. Le comité interafricain est un comité qui est né en Afrique à l'initiative d'une dame éthiopienne qui a été aussi excisée. Et le but, c'était de mettre en place un espace, en tout cas, géographique et donc régional pour mener une lutte coordonnée et concentrée contre les mutilations sexuelles féminines. Alors, bien évidemment, depuis, ça a évolué, hein, effectivement, la lutte. Ça aussi, c'est très intéressant. Ce serait très intéressant une fois à voir comment la lutte a évolué, même dans sa sémantique, dans sa rhétorique. Mais toujours est-il que le comité interafricain était un comité stricto sensu africain, mais qui ne l'empêchait pas, en revanche, de travailler, de collaborer avec d'autres associations issues, d'autres associations installées en France, et dans les années après, vers 2005, 2006, 2007, avec un appui quand même renforcé de la Commission européenne, financé par l'Union européenne et les Nations Unies, bien évidemment. Et du coup, avec des associations membres dans chaque État membre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle fédère, et dans chaque pays africain, il y a un représentant, une représentante en l'occurrence, locale, etc. Mais depuis, il n'y a pas que le comité interafricain qui lutte, il y a d'autres comités, ça fait des émules, si j'ose dire, il y a d'autres structures, d'autres communautés, d'autres associations qui sont mises en place, et tant mieux. Mais la lutte continue. Et pour non mais j'ai compris, pour le GAM, c'était sur quoi je demandais, le policier, etc. Oui, mais si tu veux, moi je suis pas en train de dire que ce qu'elles font, c'est pas attention, bien, non, c'est pas du tout. C'est juste que leur manière de faire, leur approche ne me conviendra jamais. Déjà, elle est trop répressive. Et puis encore une fois, comme je vous dis, quand on parle de décolonial ou quand on parle de paroles situées, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui n'est pas pris en compte. L'articulation justement, le fait que l'excision, le fait que certaines jeunes femmes ne parlent pas, ou quand elles parlent, il faut qu'elles parlent autrement. Tout ce qu'on s'est échangé avec vous et puis avec Nassia, tout ça ne me convient pas. Par rapport au droit d'asile, ne me convient pas. Il y a une approche néocoloniale. Il y a une espèce de je dirais, pour moi, une vision néolaciste, universaliste, blanco-centrée, je dirais même franco-centrée, parce que c'est hyper spécifique quand même, c'est particulièrement spécifique par rapport... Le premier terme que tu as utilisé, néolaciste. Néolaciste. Ça veut dire quoi? Non mais, moi je... Ouais. Laïciste. Oui. Ah pardon, oui, Voilà, on est d'accord sur ça, hein. On est d'accord. Non, j'ai pas saisi le i. C'est très problématique. Pour revenir au CAMS, c'est le CAMS en fait, avec Awatiam. C'est le CAMS. Pardon, excuse-moi. C'est la CAMS, c'est la commission pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines. Et le GAM, c'est le groupe.
mais maintenant qui s'appelle Fédération GAPS d'ailleurs. Parce que en fait, ça rejoint la question de la gestion des relations de pouvoir et aussi des alliances. Et donc, c'est pas propre à la cause MSF. C'est toute la problématique que se posaient les Africains-Américains au moment de la lutte contre les droits civils. Et c'est à l'échelon international, en fait, comment s'allier aux ONG qui viennent du Nord et puis qui ont un agenda. Donc ça rejoint d'une manière transversale la question de la gestion des rapports de pouvoir, qui est en fait une expression assez valise en fait. Et moi ma question c'est, puisque Awa Thiam n'est plus là, elle n'est plus une personnalité publique en fait politique finalement, puisqu'on ne la voit pas. Depuis longtemps, hein, c'est... Elle a sorti un livre là, sur la sexualité des Africaines justement. Oui, mais on ne la voit pas on le voit plus dans le milieu. Ah oui, ça fait depuis des années. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi des problèmes de santé qui l'ont particulièrement éloignée. Bon, après, c'est vrai que ça épuise aussi la politique. C'est vrai. Et donc... ça ne fait pas que épuiser. Et donc, puisque vous avez fondé des associations alternatives pour s'éloigner un petit peu des agendas néocoloniaux et des agendas franco-centrés, tout ce que vous avez dit vos qualificatifs en fait. Justement, est-ce que vous avez un agenda pour ma part, si je peux répondre, excusez-moi. Et aussi, si vous avez des connexions ou connaissances de ce qui se passe du côté anglophone, est-ce qu'il y a les mêmes problématiques ou les mêmes questionnements et les dynamiques en fait associatives ou politiques? Alors moi, le côté anglophone, non. Non, mais voilà. Mais c'est vrai qu'en termes d'agenda, en fait, c'est au jour le jour. Hein, on vit vraiment sur le terrain. C'est-à-dire que moi, l'association, il fonctionne quand quelqu'un nous sollicite, etc. On n'est pas forcément calé sur l'agenda que tout le monde connaît. Nous, on vit au jour le jour. C'est-à-dire que moi, j'ai quelqu'un qui peut me contacter aujourd'hui, qui a besoin de mon aide. Donc, je vais l'accompagner tout au long de son parcours personnel, médical, etc. C'est vraiment porte à porte, terrain, vraiment quoi, des connaissances de personnes qui ont vécu ça ou qui connaissent quelqu'un qui a vécu et qui justement ne veulent pas forcément aller dans une structure connue de tous et qui veulent vraiment avoir des informations ou avoir juste discuter sans forcément être accompagné par un psychologue, etc. Mais c'est vraiment le terrain où de temps en temps j'ai Sabrine qui me demande de l'accompagner sur une intervention, ou bien quelquefois elle m'a demandé au début d'aller toute seule sur des interventions pour témoigner, pour donner un autre discours, etc. Mais on n'a pas d'agenda où on a une réunion. Enfin, au début, je faisais des réunions, mais c'est vrai que maintenant, les gens n'ont pas forcément le temps. Mais je suis toujours ouverte. Mon numéro, je le communique, adresse mail. Enfin, vraiment, je me cale aux besoins des personnes qui me sollicitent, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une solidarité de proximité. Voilà. C'est une solidarité qui est du ground, quoi. Hein, je veux dire, on ne va pas attendre à ce qu'on ait un agenda. Moi, perso, effectivement, oui, je ne vais pas te dire que je suis une militante anti-MSF, en ce sens que je suis avec le GAMS, etc. J'ai ma manière de lutter, je lutte à travers mon film, et d'ailleurs, c'est pas pour rien. Moi, je suis réalisatrice documentaire, donc j'ai les moyens de faire un film sur l'excision. Or, à ce jour, je refuse toujours. Pourquoi ? Parce que j'ai envie d'avoir, justement, je n'ai pas envie de tomber dans ce piège, dans cette espèce de continuum d'injonction, etc. Et puis, on n'a pas les moyens non plus qu'ont les structures pour avoir un méga agenda. Mais le fait déjà de libérer comme ça la solidarité, de faire en sorte, oui, viens, on le fait, ça fait partie de notre culture d'ailleurs. Hein, c'est comme ça qu'on a évolué. Moi, j'ai grandi dans cette... c'est le système D, quoi. C'est ça. Voilà. Peut-être sur l'anglophone. Ouais, sur les associations anglaises, pendant la journée qu'il y avait eu sur les luttes contre les mutilations sexuelles féminines, il y avait une association anglophone qui est intervenue et qui était une association communautaire africaine
de personnes issues de la diaspora africaine, et donc qui tenait un centre social à Londres d'aide aux personnes issues de la diaspora africaine, et qui avait parmi leurs missions justement de travailler autour des questions des mutilations, de prévention et d'accueil des personnes mutilées. Et donc là, pour le coup, c'était vraiment très différent de l'approche française. D'ailleurs, ça a fait conflit pendant le colloque. Peut-être vous étiez là, je ne sais plus, mais ça a été... voilà, parce qu'il y avait aussi Tobé Levin von Gleichen, donc qui était dans une association allemande et qui disait que leur façon justement d'articuler la question de la lutte contre les mutilations sexuelles féminines et le racisme, c'était que leur association se battait sur les deux fronts. C'est-à-dire que c'était une association antiraciste, mixte là, et de lutte contre les MSF. Et donc en Angleterre, il y avait une association plus communautaire. Et donc, et quand on posait la question justement aux Françaises, et vous, qu'est-ce que vous faites? On n'a pas eu de réponse. Ça a été vraiment le pas de réponse, voire on ne peut pas nous accuser de racisme, enfin, voire une réponse qui était à côté de la question, à mon sens, dans le sens de dire, mais on traite pareil, une fillette qui est mutilée, n'importe quelle que soit sa couleur, on la traite pareil, donc universaliste, mais pas, en tout cas, n'a pas eu de réponse sur comment on traite la question que quand même, la question raciste, elle est forcément en lien avec ce mode de lutte, quoi. Enfin, c'est ces luttes, en tout cas, je ne sais pas comment exprimer ça, mais en tout cas, sur les associations françaises, on a eu 0 réponse, pour l'instant. Oui, encore 2 minutes, et puis après, on va faire une petite pause, et puis on passera au deuxième intervention. Juste aussi, parce que vous avez parlé des... deux questions, deux petites questions, des premières dames, du rôle des premières dames, notamment pour la journée de la femme du Nigeria, je sais pas oui, si c'est c'était. ça. Et aussi dans votre pays, je crois que vous avez évoqué le rôle de la première dame, je voulais savoir un petit peu. Et aussi, oui, par rapport à Amnesty International, j'ai entendu pas mal de critiques, j'aurais été curieuse de savoir comment ils se positionnaient justement sur la question des... notamment... Tu veux répondre? Ouais. Donc c'est ce que je veux dire. Alors, par rapport à Amnesty International, moi, quand j'intervenais sur la question des mutilations sexuelles féminines, c'était pas mon seul travail, mais quand j'intervenais sur cette question-là à Amnesty, j'intervenais pour donner une analyse par rapport à des lois qui sont mises en place, mais je faisais passer mes messages féministes, etc. Et puis je n'acceptais pas toutes les interviews, etc. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand on a entamé, ma collègue et moi, qui était une collègue qui était burkinabé, quand on a entamé Amnesty International a fait une recherche, un constat, un de plus, et demande à ce qu'on fasse un rapport sur les mutilations sexuelles féminines avec 3 pays en focus, en focal point, quoi, et qui étaient donc le Soudan, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Le Sénégal, c'était facile, etc. et tout, nanani. Le Soudan, on n'a pas pu pour des raisons de sécurité, parce que étant un passeport africain, donc ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas... il y avait un problème par rapport à Amnesty, etc. Et puis la Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre qui a été... Bon, bref. Toujours est-il qu'on a persisté et on a continué à faire on a continué, on a été donc dans d'autres missions, et on a pondu un rapport, ma collègue et moi, dont on était fiers, mais simplement. Je crois qu'on avait un discours et une rédaction un peu, on va dire, radicale par rapport à un discours qu'il fallait tenir très... attention, il ne faut pas y malmener. Attendez, on est des Africaines. Les Africains, les personnes concernées, on est des Africaines, on sait comment on parle des Africains, on les a rencontrés. Ils sont capables eux-mêmes de critiquer, mais pire,
cette question-là, ils ont des idées sur la lutte. Le rapport était prêt, il devait être juste validé, une dernière réécriture, bon, ça c'est un petit peu la tambouille interne, etc. et tout. Il n'a jamais vu le jour, alors qu'on a mis 1 an et demi, voire même plus, qu'il y avait des moyens alloués, des moyens financiers. Amnesty International ce sont les membres, quoi, hein, je veux dire les adhérents qui payent aussi, enfin bon, bref. Et on m'a cité donc, on m'a dit non, il ne va pas sortir. It's sensitive issue. Alors généralement quand je dis sensitive issue, après j'ai une expression mais je ne vais pas le dire. Quand je suis vénère, tu vois. Mais sensitive issue. Au fait, Amnesty International, c'était il faut lutter contre ça, mais en restant modéré, avec certains mots, avec certaines expressions, avec un certain agenda, avec une certaine manière. Il n'a jamais vu le jour, c'était en 2000, il était prévu qu'il sorte, en 2005 ou 2006, mais il a été validé en 2004. Et est-ce qu'il finance des organisations locales Oui, il travaille notamment, il travaille, ils ont des moyens, il travaille avec des gens, mais encore faut-il savoir ce que ça veut dire travailler avec des gens. Moi, j'ai travaillé avec ma collègue sur le terrain. Amnesty, effectivement, elle a des moyens très rigoureux en termes de recherche, ça c'est vrai, sur le terrain, etc. Qu'est-ce qu'on en fait après, et qu'est-ce qu'elle analyse après, et comment elle le décortique après, ça c'est autre chose. Depuis, de toute façon, je les ai quittés, mais visiblement c'était un problème qu'il ne fallait pas trop développer, hein. En tout cas une analyse trop développée, à moins d'être dans une analyse compassionnelle, misérabiliste, etc. Et ça c'est insupportable, et puis c'est un manque de rigueur, parce que ça voudrait dire que tu maquilles la réalité. Et ça voudrait dire aussi que tu maintiens un continent qui est inventif, qui est créatif, où les femmes sont extrêmement, combattantes, où effectivement, que tu connais d'ailleurs, hein, par certains pays, il ne faut pas non plus homogénéiser, le réduire juste à le fait, non, on va les c'est quoi le terme? On va les brusquer. Ouais, les brusquer ou les choquer. Non, écoute. Non. Si tu vois le nombre je veux dire, à l'intérieur des pays qui sont contre les mutilations sexuelles féminines, et avec des raisons en plus politiques, économiques, etc. C'est une question de citoyenneté, c'est une question de liberté d'expression, de liberté de pensée, c'est une liberté de disposer de son corps, etc. Et juste sur les premières dames? Sur les premières dames, non, ça c'est une tradition. Hein. On a ici, qu'est-ce que ça faisait, l'argent jaune là Les pièges jaunes. Les pièges jaunes de oui, c'est vrai que les premières dames en Afrique. Non, mais les premières dames qui interviennent dans ce domaine-là, bon, encore une fois, c'est pas si original, c'est symbolique parce que ça voudrait dire que la dame, alors c'est jamais la présidente, hein, c'est la dame du président. Voilà, qui prend en considération, en charge cette question-là. Donc, il faut s'y intéresser, etc. Donc, c'est plus symbolique, mais politiquement, même dans du symbolique, il peut y avoir aussi une solution. En tout cas, il faut en profiter. Et le nom de la Nigérienne qui a mis en place Alors, c'est l'épouse de Osabanjo en 2004 et 2003. Et je me demande si elle ne s'appelle pas Odette ou Odette Osabanjo. Je retrouverai. Et donc, l'épouse de Omar Osabanjo. Merci. Président de Bon, moi, je vous propose de remercier Sabrine et Ramata pour... je remercie Sabrine et Ramata pour cette intervention. Et je vous propose de prendre 5 minutes pour boire un petit café, un petit thé ou un peu d'eau, manger des petits biscuits. Et puis, on va reprendre ensuite avec Nassera Younif Souliamas.
Merci beaucoup. Merci.